wish I was back in Texas. The ocean's no place for a squirrel. Wish I was in Texas, prettiest place in the world. Oh no. Bonjour à tous, bienvenue sur New York Giants FR pour un nouveau podcast, une fois n'est pas coutume, un podcast post-défaite. Nous sommes actuellement à 0 victoire et 5 défaites avant de débriefer de ce match contre les Cowboys. Merci de nous suivre, d'écouter ce podcast et n'oubliez pas, si vous le pouvez, de vous abonner à la chaîne YouTube sur laquelle vous écoutez ce podcast et également sur le Twitter @New York Giants FR. Comme d'habitude, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu, mon petit Thiergo ? Bah écoute, ça va. Moi, tu sais, je commence à penser que c'est passé de mode de gagner des matchs et les Giants sont leaders dans les défaites, donc on va se contenter de ça. C'est surfait de toute faççon de gagner, c'est vrai qu'effectivement, il y a peut-être une mode qui est en train de se lancer et nous sommes les premiers avec qui d'autre a 0 victoire actuellement les Jets. Les Falcons et les Jets. Les Falcons Ouais. d'ailleurs qui ont viré leur coach juste après le match. T'as vu, c'était le match se termine et on voit sur Twitter, bam, le coach viré. Hallucinant, j'ai jamais vu ça. Le coup de sang, ça arrive pas souvent chez les Giants non plus. La dernière fois que c'est arrivé, c'était Ben McAdoo qui a même pas terminé la saison. Ouais, mais il était pas viré après le match comme ça, genre ils vont au Non, vestiaire non. et d'un coup on annonce le mec est viré quoi. Non, c'en est C'est fait. un peu violent. Mais non, c'est sûr que on attend un peu plus. On laisse la nuit passer. Mais John Mara, il y a eu plus d'une fois où, après la saison, il a dit Il a cassé des chaises. il a dit qu'après une défaite, il avait juste envie de virer tout le monde dans le bus. Oui, en même temps, c'est vrai que parfois... Non, mais c'est bien, c'est important de pas réagir sur le coup de l'émotion et de un peu poser les choses. Donc, cette défaite 37-34, alors, j'ai envie de dire comme contre les Rams, un match qui finalement était plus équilibré que ce qu'on aurait pu l'imaginer, avec une équipe des Cowboys où il manquait pas mal de monde au O-line et qui finalement, cette O-line, elle a largement tenu le coup, mais une équipe des Cowboys qui sur le papier quand même est bien supérieure à celle des Giants. Mais voilà, 37-34, on a même mené dans ce match. Je sais pas par quoi tu veux commencer. Quelle est la première chose qui te vient en tête ? Alors, quand on dit une équipe des Cowboys qui est largement supérieure aux Giants, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Sur le papier, quand je dis ça, hein, si on regarde les individualités, c'est de ça que je parle. Leur défense, c'est minable. Hein. On a quand même l'une des pires attaques de la ligue. On leur a foutu 34 points. C'est te dire à quel point ils sont nuls en défense. Ok, niveau attaque, ils nous la mettent minable, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, justement, on a pourtant une défense qui a pas eu son meilleur match, mais qui est loin d'être mauvaise. Et ils ont mis 37 points à cette défense-là. Mais ils mettent 400 yards. Hein. Je crois qu'ils étaient plus sur une base de 500 yards par match. Enfin, c'était assez hallucinant ce qu'ils faisaient jusque-là. Mais aussi parce qu'ils ont beaucoup couru après le score et que du coup, c'était en quatrième quart-temps, ils mettaient beaucoup de yards. Ils ont mis 276 yards à la passe et 126 yards à la course. Donc ouais, ils ont quand même plutôt bien avancé. Mais nous aussi, on n'a pas trop mal avancé. Si on pouvait commencer par un truc, moi j'aurais envie de commencer plutôt par... Je t'en prie. Notre attaque, puisque je voulais qu'on salue avant tout le travail de Jason Garrett, parce que j'ai trouvé vraiment, surtout le premier quart-temps, on avait un game plan qui était beaucoup mieux travaillé. On sent que les efforts des premières semaines commencent à payer. On a eu un touchdown d'Engram sur ce fameux handoff Rivers qui avait foiré il y a 2 semaines. Alors c'est pas exactement le même, hein. Il y avait moins de... Le dernier était un peu plus compliqué parce que tu avais un joueur qui partait dans un sens et voilà, mais c'est quasiment la même chose, c'est vrai que c'est assez ressemblant. Et donc ouais, on a vu, j'ai halluciné, on a vu pour la première fois Elijah Penny en fullback prendre une portée pour convertir un third down. Ouais. On a quand même comment il s'appelle, Darius Slayton qui en fait a autant de yards que CeeDee Lamb. Hein, Darius Slayton, heureusement qu'il est là parce que le reste des receveurs c'est compliqué. Il y a pas grand monde hein, à part Slayton. C'est le néant. Et tu vois, c'est pour ça, j'ai pas non plus envie d'encenser Engram. Il nous a marqué un touchdown mais à la course, mais après il a qu'une réception de 16 yards, il fait pas grand chose. Non, il a été. Engram, ça va pas du tout. Il y a encore un tracé, d'ailleurs, Tony Romo le dissèque bien, où il explique, il fait un tracé out.
qu'il est pas du tout assez rapide et en fait il va tout droit et après il fait un angle 90 degrés sur la gauche vers l'extérieur. C'est un tracé classique pour un tight end où tu es censé te libérer et vraiment te projeter sur l'extérieur. Et là en fait il fait beaucoup de petits pas et il feinte pas du tout le défenseur qui le lit très facilement et c'est censé être une complétion facile ça pour Daniel Jones et il n'arrive pas du tout à se démarquer là-dessus Engram et ça c'est problématique. Ouais, tout à fait. Donc en effet à la passe c'est compliqué. À la course ça reste encore un peu compliqué mais on aligne quand même pratiquement 90 yards et un touchdown de Freeman. Et puis après, il y a toujours le même problème de notre ligne offensive qui est catastrophique. Sur 34 tentatives de passe, sur 34 drop-back, Daniel Jones a été sous pression 19 fois. Ouais, et ça joue beaucoup sur ses performances. Et pression concédée par Andrew Thomas et Cam Fleming, avec notamment... le fameux sack fumble de c'était Lawrence je crois qui bat complètement Thomas et Daniel Jones a le temps de rien faire que bam il se reçoit le gars dans le dos. Alors on pourrait se dire Daniel Jones pourrait tenir un peu le ballon un peu mieux parce que on voyait Eli Manning se prenait aussi des trucs dans son dos. Mais et tenir le ballon. Mais bon, là, je suis un peu moins sévère envers Daniel Jones sur ce sac-là. Il n'y a pas beaucoup de QB qui sont capables de tenir le ballon sur un sac pareil. Bah, si tu le vois vraiment pas venir, en fait, le problème, c'est pas tant la manière dont il tient le ballon, c'est le fait qu'il n'arrive pas à sentir qu'il se passe quelque chose dans son dos. Il le sent un peu parce qu'il commence à activer ses jambes pour se barrer, mais malgré tout, à ce moment-là, t'es censé mieux... Alors, il a au moins les deux mains sur le ballon, c'est déjà ça. Bon... Je pense quand même qu'il est censé la tenir. Après, c'est vrai que c'est le cas le pire pour un QB, clairement. T'as le défenseur qui arrive par derrière, qui lui attrape les bras, en fait. Il le plaque pas au niveau des pieds. Quand il le plaque, il lui attrape les bras, ce qui fait que ça l'empêche de tenir correctement son ballon. Et il espère encore faire le jeu à ce moment-là, Daniel Jones. Donc, il est pas en train non plus, à la Eli Manning vers la fin de sa carrière, dès qu'il sentait un peu de pression, à tenir le ballon et se mettre en boule. Tu vois, il n'était pas là. Il essaye de faire une action. Donc, c'est vrai que ça peut parfois amener à un sac. Et le problème, c'est que là, c'est un sac avec fumble recouvert, ça peut amener un fumble, pardon, et c'est un fumble recouvert par la défense et touchdown derrière, donc c'est sûr que là ça fait beaucoup plus mal. Alors qu'on avait un peu le momentum, on mettait un TD, alors ils avaient marqué un TD juste avant ça, mais nous on avait aussi fait une interception retournée, etc. Donc il y avait quelque chose à faire à ce moment-là et ça nous a un peu cassé les jambes, j'ai l'impression. Ouais. En parlant de jambes cassées, je pense que... C'était pas exprès. On n'est pas les plus à plaindre. Non, c'est vrai. Petite dédicace à nos amis fans des Cowboys. On est vraiment désolé pour vous de ce qui est arrivé à Dak Prescott. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Dan Prescott à un moment a voulu choper un first down avec ses jambes en courant. Il s'est fait plaquer par Logan Ryan. Et quand il a cherché à se relever, il a regardé son pied était pas dans une position dans laquelle il devrait être, et il a été enlevé du terrain sur brancard. Donc c'est très très. Oui, il est resté un petit moment. En plus, les mecs sont venus pour déjà lui remettre sa jambe à peu près droite dans le premier temps, et ensuite effectivement le faire sortir. Là, il sort pas avec des béquilles. Là, il peut plus marcher. Ah non, il est passé sur le billard hier. Il avait il s'est fait opérer directement. Ouais, il avait une opération chirurgicale. T'es obligé, t'as vu la tête de sa jambe. Ouais. Alors il y a quelque chose que je sais pas si t'as vu en regardant le match, mais justement sur tout le moment où on s'occupe de lui, on voit notamment Jason Garrett qui est venu voir son ancien QB pour voir comment ça allait, parce que forcément c'est terrible. Beau jeu. Il y a quelques années c'était Alex Smith, c'est des blessures qui sont terribles. Et Logan Ryan a dit après en conférence de presse, il dit en fait c'est un plaquage normal, je cherchais absolument pas à le blesser, et j'ai demandé, je crois qu'il a dû demander à son agent d'essayer d'avoir les coordonnées de Dak Prescott pour lui transmettre tous ses vœux de rétablissement. Non, ça a été plutôt bien géré de la part des Giants. C'est vrai que c'était beau jeu, le mec se blesse, ils ont fait ce qu'il fallait, le mec est sympa, il essaie de l'appeler, il l'a redit après en conférence de presse, il est désolé, machin. Non, c'était très, très fair play de la part des Giants. Mais c'est des drames sportifs qui arrivent. Tout ce qu'on peut espérer pour Dak Prescott, c'est qu'il puisse revenir l'année prochaine, je sais pas, mais qu'il puisse revenir en tout cas en NFL rapidement.
Bah là, c'est vrai qu'on sait pas du tout l'ampleur de sa blessure, donc bon, on verra bien, mais voilà. Bon, en tout cas, ça n'a pas empêché les Cowboys de gagner, puisque il a été remplacé par l'ancien quarterback des Bengals, Dalton, qui fait 9 sur 11 pour 111 yards, donc voilà, il a bien été aidé par CeeDee Lamb, mais voilà, donc... Et Gallup. Oui, c'est vrai. Oui, alors attends, on en parlera de ça après, mais juste, j'en ai parlé un tout petit peu aujourd'hui sur le Twitter. On parlait de Daniel Jones qui fait un match, je trouve, correct. Pas toujours les meilleures décisions, mais en tout cas une belle connexion avec Slayton. Ça, c'est clairement l'étincelle. Hein, elle vient de là, parce que dès que eux peuvent pas se trouver, il n'y a plus grand chose à faire derrière, c'est un peu compliqué. Et j'ai parlé sur le Twitter de l'expected completion percentage. Donc en fait, c'est sur le site Next Gen Stats de NFL qui s'est rendu compte que sur leur site de la NFL, en fait, ils avaient des statistiques qui étaient très basiques, et ils ont fait ce site-là pour avoir des statistiques un peu avancées. Et cette statistique-là, elle prend en compte, alors ils expliquent pas exactement comment ils font, mais elle prend en compte la séparation que les receveurs arrivent à avoir par rapport à leurs défenseurs. Si les receveurs sont très éloignés de leurs défenseurs et arrivent à mettre 10 yards à chaque défenseur, bah forcément cette statistique-là elle augmente. Si le quarterback est mis sous pression, quelle est la distance du premier défenseur par rapport au quarterback? Voilà, donc ils disent pas tout ce qu'il y a, mais c'est globalement ces stats-là. Est-ce que le quarterback est dans une position facile et il est censé compléter la passe, ou est-ce qu'il est dans une position compliquée et c'est quasiment impossible de compléter la passe? Donc on arrive à un pourcentage de complétion de passe estimé, et sur ce match-là, Daniel Jones est à 53,3%, donc c'est très très faible. C'est le plus faible de cette semaine 5. Il n'y a pas un quarterback qui est plus faible. Juste derrière, on a Carson Wentz avec 57, tu vois, donc on passe de 53 à 57. Et sur ce match-là, il fait 60,6% de complétion. Donc il a plus 7,3% par rapport à ce qu'on pouvait estimer, à ce qu'on pouvait attendre d'un quarterback moyen, en tout cas, qui jouait avec ses receveurs et cette... Il a surpassé les attentes. Donc il a surpassé les attentes et il finit 5e sur cette semaine de NFL. Alors attends que je dis pas de bêtises. Voilà, le plus c'est Fitzpatrick qui a plus 13% de complétion par rapport à ce qui était attendu. Voilà, Daniel Jones qui finit 5e avec plus 7,3. Donc on peut dire ce qu'on veut de Daniel Jones. Je vois beaucoup de monde qui le critique, certains qui commencent déjà à dire il fait pas l'affaire, il faut le virer, etc. Je l'ai quand même trouvé un peu mieux sur ce match, et même s'il n'a pas des stats de folie et qu'il met pas de TD, ça reste en tout cas un peu mieux sur ce match. Voilà. Ouais. Je trouve qu'il est beaucoup trop tôt pour dire il faut virer, il faut passer à autre chose. Non, il est trop tôt. Alors il y a quand même des critiques de Daniel Jones qui sont valides. On en parle Bien depuis sûr, évidemment. l'intersaison. Son problème à sentir la poche, à bien garder le ballon. Je trouve quand même qu'il y a des moments où il fait des passes où on était pratiquement à l'interception, tu vois, notamment sur le dernier drive offensif où on avait la possibilité de reprendre la tête. Sa première passe, elle est vers un receveur qui a un défenseur dans le dos, quoi. Et ça aurait pu être intercepté. Sur un trace slant de Slayton. Ouais, voilà, c'est forcé, c'est carrément forcé. C'est carrément forcé. On le disait justement la semaine dernière que ce qu'ont dit les commentateurs, c'est que Daniel Jones a un peu trop de tendance à regarder le receveur vers qui il veut passer. J'ai l'impression que sur ce match, il a fait quelques efforts, puisque Tony Romo l'a fait remarquer qu'il y avait des moments où en fait, il regardait à droite et paf, il passait à gauche. Ouais, il n'est pas encore décisif, mais il en est qu'à sa deuxième année. Hein. Bon, certes, on n'a pas un Peyton Manning, on n'a pas un Russell Wilson, mais on n'a pas un Dwayne Haskins non plus, quoi. Mais je pense quand même, c'est vrai qu'on est déjà à la semaine 5, mais oublions pas quand même que c'est un nouveau système, etc. On l'a déjà dit, mais ça se met pas en place comme ça en 5 minutes. Donc laissons le temps, et j'ai l'impression que ça s'améliore un peu. Alors, dans tous les cas, il y a un moment, on va devoir faire avec le personnel qu'on a sur le terrain. On va pas pondre un receveur élite comme ça sorti de nulle part. Donc il va falloir faire avec. Mais j'ai trouvé aussi le play calling de Garrett un peu meilleur, tu l'as dit, sur ce premier quart-temps notamment, qui était bien plus inspiré. Voilà, donc il y a des choses à faire, et surtout on arrive à gagner un peu de yards à la course, donc ça libère un peu quand même Daniel Jones. On se fait pas plaquer 3 yards derrière la ligne de scrimmage à chaque fois, donc c'est un peu plus simple. Ouais, alors justement, il y a deux choses que j'avais à dire justement par rapport à ça. Alors, premier, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il a toujours pas marqué de TD depuis un certain moment, il y a quand même un TD qui a été marqué et qui a été annulé par un flag vachement discutable. Tony Romo, un ex-joueur des Cowboys, l'a dit directement que en fait la fameuse OPI sur Ratley, en fait non, c'est vraiment discutable d'appeler ça une OPI alors qu'il est en train de courir sa route et que juste il tape dans le DB qui est là, il n'est pas en train de faire un pick play.
Donc juste pour préciser, c'est passe interférence offensive, donc ça veut dire qu'il a gêné un défenseur. Et ça, c'est ce qu'on voit sur les rub routes quand c'est des tracés croisés. Le but, c'est effectivement qu'il y ait un des receveurs qui gêne le corner de l'autre receveur pour lui faire l'empêcher de le suivre. C'est ce qui s'est passé là. Je suis désolé, c'est aussi au défenseur de se déplacer et c'était pas volontaire. Il va pas mettre un bloc clairement, c'est ça. Non. Et on siffle passe interférence quand c'est un bloc évident et surtout quand le joueur s'arrête. Et on l'a vu d'ailleurs dans un match, je crois, des Chiefs où Travis Kelce se prend la même pénalité, mais là il s'arrête et il bloque le mec. Et là c'est obvious, alors que sur le coup, le mec essaye juste de faire son tracé, il percute le défenseur, mais pour moi ce TD est censé être valide. Ouais, non, voilà, donc là c'est un TD qui est parti en fumée. Il a marqué un petit TD, entre guillemets, qui a fait une 2-point conversion vers Andrew Thomas. Là, ça c'était marrant. Là, on a quand même un peu le génie. Alors, je sais pas si c'est Garrett ou si c'est Judge, mais en tout cas, le play était vachement bien appelé et très bien exécuté. Donc, c'était quand même assez sympa de voir le rookie tackle marquer un TD. Mais d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais pendant la semaine, on l'a vu faire des tracés pour faire des réceptions. T'as pas vu ça ? Ah non, pas du tout. Et ben, dans la semaine, justement, sur Twitter, ils montrent l'entraînement des Giants. Il y a 2-3 vidéos, tu sais, parfois des insiders qui sont l'entraînement. Et on voyait Andrew Thomas faire des tracés fade et catcher des ballons. Mais tu vois, c'est drôle parce que le match d'après, boum, il fait une réception. Ouais, on a quand même eu deux trick plays. Hein. On a eu celui-là. Et puis après, un peu avant, on a eu le fake field goal qui était tellement bien fait. De tellement Dixon, bien fait. Qui va vers pas Cooper, excuse-moi, qui va vers Engram, qui marque. Encore une fois, annulé parce que illegal shift de Cameron Fleming. Alors là encore, ils ont dit, ouais, bon, le call est justifié, mais ça s'est joué à 1 milliseconde. Mais oui, en fait, ce qui se passe, c'est que Fleming n'était pas encore positionné et du coup, il était encore en train de se baisser. Mais ça s'est joué à rien du tout. C'était... Bon, là, c'est pas de chance. Non, mais dans l'élan, je veux dire, ça aurait très bien pu être validé, quoi. Ouais, ça aurait pu... Non, alors, on va pas dire que c'est les arbitres qui nous ont fait perdre le match. Hein. Si on avait voulu gagner, on l'aurait gagné. Mais il y a eu quand même... Attends, moi, je suis pas autant sympa que toi. Non, mais voilà, pour moi, il y a eu ces trois décisions. La première, c'est le fake field goal, où en fait, là, c'est kiff-kiff, et puis ça va en faveur des Cowboys. Bon, on peut dire OK. Après... Juste un truc pour préciser sur ce fake field goal. Si vous regardez l'action, c'est assez fort, parce qu'en fait, on est en attaque, il y a Evan Engram qui est sur le terrain. Ils font switch, on convertit pas à la troisième tentative, donc ils switchent les joueurs, la special team pour faire le field goal rentre sur le terrain, Evan Engram va pour sortir, et en fait c'était prévu, il ne sort pas, il se dirige vers le banc mais il ne sort pas, il s'aligne en receveur, et c'est pour ça qu'il est tout seul en fait, parce que la défense le voit pas du tout venir, le mec est sur le point de sortir, sauf qu'en fait c'était prévu comme ça, il reste sur le terrain et il est complètement seul pour la réception, c'était vraiment très bien joué. C'était très bien joué, et puis en fait j'ai aussi adoré la réaction de Judge quand il a vu le flag, le type était livide. Il a cassé son casque. Ah non mais il a pété, et tu sentais vraiment, il disait mais putain mais c'est pas possible quand on s'est entraîné sur ce truc là, donc là c'est vraiment un défaut d'exécution, mais encore une fois c'était tellement minime comme erreur que les arbitres auraient pu aussi décider de dire oh, c'est pas grave, bon c'est allé en notre défaveur, on va dire que ça arrive. Après il y a la passe interférence, l'offensive pass interference, où là clairement c'était pas justifié. Et ça fait 2 TD quand même refusés. Voilà. Et le troisième call, c'est sur le dernier drive des Cowboys, il y a un holding sur notre défenseur qui est dégueulasse. C'est sur la première grosse réception de Gallup sur la droite, pas un seul flag, que dalle. Non mais alors, ce qui s'est dit, alors j'ai pas regardé vraiment, mais ce que disent les gens qui ont vu le truc, c'est que l'arbitre a mis sa main sur son flag, donc il l'a vu, mais ne l'a pas jeté. Et t'as des gens qui disent que c'est la pression d'être à domicile. Sûrement que ce flag-là aurait été jeté si on avait été chez les Giants, tu vois. Mais le fait d'être à domicile dans le stade des Cowboys, le mec a mis sa main et finalement l'a pas jeté. Mais je veux dire, c'est tellement évident. Tout le monde l'a vu. C'est juste devant la caméra. En plus, il y a personne devant. On le voit parfaitement bien. Je crois que c'est BJ Hill qui se fait complètement retenir. Si le mec ne fait pas ce holding, il y a sac. Quasiment sûr, ou au moins le mec ou la passe est pas il aussi, le gêne voilà. Et la passe est pas complétée. Exactement. Mais ça change tout parce que ça leur lance leur drive et derrière ils marquent. Donc ça fait beaucoup quand même. Les trois cumulés, tu te dis, c'est pour ça que moi je suis un peu moins gentil que toi sur l'arbitrage parce que on a vraiment pas, enfin c'est pas une question de chance, mais on n'a rien avec nous pour l'instant pour nous trouver des victoires, même quand on est sur le point de gagner. Les éléments, les dieux du football ne sont pas avec nous. Tu parlais des dieux du football l'autre fois, voilà, on y est encore. Ouais, donc voilà, donc c'est bien dommage. Maintenant, il faut en effet qu'on trouve le moyen
de ne pas être victime des erreurs d'arbitrage, volontaires ou non volontaires, hein, chacun pensera ce qu'il voudra de ce qui s'est passé. Et puis voilà, et donc ça, et puis après, pour revenir à ce que j'ai il y a 10 minutes, puisqu'on a fait une grosse parenthèse, la deuxième chose que je voulais dire par rapport à Daniel Jones, c'est que sur le fait, est-ce qu'il est critiquable ou pas, est-ce que c'est un bust ou pas, il y a quand même des moments où en fait il est en train de courir pour sa vie, et là il t'envoie une passe et tu te dis, oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Et sorti de nulle part, t'as Darius Layton qui chope le ballon, et tu fais... Il a fait 2 réceptions, 2 sideline catch qui étaient assez exceptionnels. Il y en a un où, en première mi-temps, où en fait il voit le ballon arriver, et je sais pas si t'as vu, mais il a le temps de regarder ses pieds, les positionner bien, pile en limite du terrain, et la balle arrive, il la catch et il tombe en dehors du terrain, et la balle est parfaitement lancée, pile au bon endroit, c'est magique. J'ai adoré cette réception. Ah ouais, non, c'était beau, c'était beau. Bah, c'est ce qu'on a déjà dit, hein. C'est un bon receveur numéro 2. C'est pas un receveur numéro 1. Ouais, et là, il est quand même pas loin pour le coup. Bah, là, c'est notre numéro 1 pour le coup. On n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix. C'est officiellement notre numéro 1. Mais c'est vrai que si on avait lui plus un vrai receveur numéro 1, là, il y aurait moyen de faire des trucs vraiment très sympas. Et si en plus Daniel Jones avait plus de 2 millièmes de seconde pour lancer, ce serait aussi agréable. Ouais. Bon, au final, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il nous manque quand même pas mal de pièces, quoi. L'attaque j'ai l'impression qu'elle se met en route petit à petit. Alors, on était contre une des pires défenses de la NFL. Mais c'était mieux que ce qu'on a pu voir dans les matchs précédents, donc espérons que ça continue. Sur le match suivant, avant de parler du match suivant, on va peut-être parler un peu de la défense. Je sais pas si tu as des choses à dire sur la défense. Sur la défense, comme je disais un peu plus tôt, ça n'a pas été son meilleur match, mais il y a quand même du positif. En premier positif, moi j'ai envie de citer Kyer Fackrell qui, encore une fois, nous fait des plays défensifs. Il a quand même une interception pour retourner un touchdown, un tackle for loss. On n'attendait pas grand-chose de lui et on disait justement que pendant la pré-saison il faisait pas grand-chose, mais il est là quoi. Mais il avait montré ce qu'il pouvait faire quand il était aux Packers quand même. Hein. Il y a 2 ans, il avait fait 10 sacs, etc. Donc on savait que c'était un joueur qui avait qui avait du potentiel justement. Et c'est vrai que c'est ton chouchou maintenant. Ouais, exactement. Je vais devoir arrêter avec Sean Chandler. Changer de maillot, racheter un maillot. Racheter un maillot, exactement. Mais après, sinon côté défense, qui d'autre j'avais noté, on a eu. Bradbury qui concède. Alors, il était au marquage. Attends que je dise pas de bêtises. Il était au marquage tout le match sur Amari Cooper. Amari Cooper, il fait 2 réceptions, 23 yards, mais d'après PFF, en fait, il n'y a qu'une des 2 réceptions qui était sur Bradbury. Donc en fait, Bradbury a limité Amari Cooper à 1 réception et environ 10 yards. Il est, cette année, il est élite, James Bradbury, et il le confirme à chaque match. Et il a failli faire une interception d'ailleurs, je crois. Oui, tout à fait. Il a failli faire une interception, donc on l'a bien remarqué. Ça fait plaisir, il est toujours sur ses lancées. Peppers est de retour, mais pas encore à fond. C'est normal. On a quand même Logan Ryan qui, à part péter les jambes, fait du bon travail. Non, il essaie bien. Logan Ryan, ça fait quand même plaisir de l'avoir. Je me souviens qu'on avait un peu discuté avec Raphaël qui disait il est cramé, il vaut plus rien, machin. C'est quand même un joueur d'expérience qui fait du bien, quoi. D'ailleurs, c'est lui qui a fait le plus de plaquages au match dernier, avec peut-être... comment il s'appelle, Blake Martinez qui est peut-être un peu en dedans sur ce match-là, un tout petit peu moins bien, et Logan Ryan qui fait 6 plaquages et 3 assists, donc il a 9 plaquages en tout. C'est plutôt pas mal, ouais. Alors, donc Blake Martinez, comme tu disais, c'était pas son meilleur match. Hein. Non, un peu moins en vue. Alors celui qui était en vue, mais pas forcément de manière positive, c'est Colbert, le safety, qui se prend 2... alors je sais pas si c'est necessary roughness, la pénalité, mais en gros, il y a une réception, et c'est peut-être même 2 fois de CeeDee Lamb, je sais pas, mais il arrive lancé et il met un gros coup de casque. Alors, ok, c'est effectivement un beau tampon, ça fait plaisir, mais derrière, on se prend 15 yards de pénalité et la réception, elle est validée. Donc, non, ça, c'est pas possible de faire ça, quoi. Mais après, c'est vrai que là, je pense que s'il joue, c'est qu'il n'y a plus forcément grand monde derrière. Donc, je pense que ça se fera du bien quand on va récupérer McKinney. Exact. Mais vivement qu'il revienne. Je pensais exactement à ça. On n'a pas encore vu McKinney jouer en NFL, mais je pense que ce sera forcément mieux. Donc, en tout cas, j'ai hâte de le voir sur le terrain. Ce sera quand même chouette. Je trouve pas que c'est frustrant quand t'as des joueurs qui sont récupérés en premier, deuxième tour, t'as envie de les voir jouer et le mec se blesse et tu dois attendre des semaines et des semaines avant de les voir, comme Odell Beckham un peu, il avait été blessé dès le début de sa carrière, il avait pas pu jouer tout de suite. Je trouve que c'est frustrant, t'as envie de voir les mecs sur le terrain et puis t'es obligé d'attendre. Comme Saquon Barkley, j'ai envie de te dire. Saquon Barkley, on l'a vu sa saison rookie, certes, mais après,
de saison numéro 2, saison numéro 3, on n'a pas vu Ouais. grand-chose. Hein. Et pourtant, saison numéro 2, avec tous les matchs qu'il a loupés, il a quand même fait sortie milliard. Donc, Ouais. c'est- Bah là, cette saison. Ah bah non, je suis con, cette saison, il est out pour toute la saison. Ouais. J'allais dire, pour qu'il sorte milliard, ça va être compliqué, c'est sûr que sur une jambe, ça va être dur. Et, ah oui, on a aussi Lorenzo Carter qui, a priori, s'est blessé au talon d'Achille, qui serait potentiellement out pour la saison aussi. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu Ça dommage. fait Bon, chier. après, j'ai pas envie de dire que c'est pas grave, puisque mine de rien, il a quand même un bon début de saison, mais on a un front seven qui reste quand même bon, quoi. Donc, notamment grâce à nos D-linemen, avec Dexter Lawrence, BJ Hill, Tomlinson et puis Lawrence. Mini inquiétude quand même sur ce match, hein. Ils ont quand même été un peu moins bons, hein, contre les Cowboys, alors que c'était pas la O-line titulaire. Avec la O-line titulaire, ça aurait été sûrement un peu plus violent. Les Cowboys qui mettent 91 yards Elliott et Pollard 30 yards, donc ils dépassent les 100 yards alors qu'ils ont une O-line bis, quoi. Donc Ouais. mini inquiétude, mais on va pas, voilà, c'est sur un match, hein, on va pas aller plus loin que ça. Mais Voilà. on avait été très bon contre la course et on a un peu plus subi ce match-là. Ouais, voilà, globalement ça va quoi. C'est sûr que c'était pas, comme on l'a dit, globalement c'était pas le meilleur match de la défense. Et puis il y a une personne qu'on n'a pas encore citée et pas des moindres, c'est quand même Graham Gano qui nous fait pas Ah oui, un, pas mais- deux, oui, je mais suis tout à fait trois d'accord. field goals de plus de 50 yards. Énorme. C'était pas arrivé depuis 1987 chez les Giants. Bah ça c'est fort et ça fait plaisir parce que le mec il a l'air à l'aise en plus. Et ça c'est cool. Franchement c'est extrême. Les special teams c'est extrêmement important. Et on a un punter qui est très bon, qui à un moment il te met un punt, il te renvoie le mec à l'autre bout du terrain. J'ai été assez impressionné. Il est vraiment puissant ce punter et précis quand il a besoin. Et Graham Gano qui effectivement il fait un 100% et c'est des points, tu peux pas les perdre ces points-là, ça joue des matchs. Donc voilà, c'est d'ailleurs le match se joue à un field goal, hein, pour le coup, on perd un field goal. Donc voilà, tu as raison de le préciser, je voulais en parler, j'avais oublié, et c'est effectivement un très bon point de ta part, ça fait vraiment plaisir. Alors que pendant la saison, on n'avait aucune idée de qui allait être notre kicker cette année, et bah là tu vois, on se dit c'est top, quoi. Bon, bah écoute, je suis là pour ça. Ouais, merci à toi. Bon alors, on va évoquer très rapidement le prochain match qui est contre nos amis de la football team. On dirait un peu la new team dans Olive et Tom, c'est la football team, les Washington football team qui n'ont pas fait jouer Dwayne Haskins. Alors j'ai pas suivi, qu'est-ce qui s'est passé là? C'était un choix du coach, apparemment il est malade, mais est-ce que c'est une excuse pour mettre quelqu'un d'autre ou qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas, il a été benché. Rivera a dit que ça veut pas pour autant dire qu'il ne croit plus en Dwayne Haskins. Il y a Kyle Allen qui jouait à sa place, qui s'est pris un énorme tampon sur la gueule. Et, Ah ouais, bah c'était une faute, hein. Il se prend un coup de casque Ouais. et il sort sur pseudo-commotion. Ouais. et donc du coup, on a eu le retour d'Alex Smith Mm. sur le terrain, qui, moi j'ai vu son premier sac d'Aaron Donald et j'étais, ouh la jambe. Mais il lui saute sur le dos, non? Hein, ouais. Il lui saute sur le dos, j'ai vu ça, mais c'est pas possible, il a essayé de le blesser, c'est pas possible. Mais attends, on pourrait se demander quand même, le jour où Alex Smith qui revient d'une blessure horrible à la jambe, le jour où il revient, et ben c'est ce jour-là où tu as un autre QB de la NFCS qui se pète Ouais. la jambe salement. La ligue À en croire mousse, que quoi. c'est La- une la- malédiction. La conférence en mousse. Ouais. Ah, la division en mousse, pardon. Ouais, bah oui, c'est dur, mais Alex Smith qui a aussi mangé tout le match, hein. Il s'est pris la défense en face dans le nez tout le match. Il y a eu, je crois, 7 ou 8 sacs de la défense adverse. Ils ont pas existé, les Redskins, pas les Redskins, les Washington Football Team. Ils ont. Voilà, bon, pour moi, hein, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais là, si on gagne pas, c'est dur. C'est vraiment là pour le coup, s'il y a vraiment un match auquel je crois, c'est celui-là, parce que les Redskins, c'est toujours eux qu'on bat d'habitude. Quand on est dans une saison galère, on se dit ah heureusement il y a les Redskins. Ouais. Donc Ouais. Non mais je attends. sais pas ce que t'en penses. Moi je prévois quand même une victoire. Mais- Ouais, on va prévoir une victoire cette fois quand même. On les a battus l'année dernière 2 fois, si je dis pas de bêtises, Oui. alors qu'on avait une équipe moins bonne que celle qu'on a cette année. En tout cas, on a au moins un meilleur coaching staff que celui de l'année dernière. Et une meilleure défense. Voilà. Bon, mais après, tu vois, si on regarde, enfin, tu vois, ma prédiction du match des Cowboys, je disais, je serais content si les Giants marquent plus de 20 points et maintiennent les Cowboys en dessous de 30 points. Finalement, les Giants marquent plus de 30 points et on est à 3 points des Cowboys qui en marquent 37.
Donc, Mhm. il y a quand même de quoi être satisfait de ce match malgré tout. Contre les Redskins, j'ai envie de te dire, on a une défense qui est quand même qui va vouloir se remettre en selle, hein, qui va vouloir prouver que le match contre les Cowboys c'était une exception. Donc je vais dire victoire des Giants 27-13. Ouais, j'aurais dit un truc comme ça. Moi, j'aurais dit 24-17, un truc comme ça. Un peu plus serré, mais je pense qu'on gagne. Ah ouais, bon bah écoute, On verra. rendez-vous dimanche, comme Ouais. d'habitude. On verra bien. C'est à quelle heure dimanche? 19h? 19h. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, on fait ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on clôture? Écoute, non. Non, là, pour le Non, tu moment, as tout dit. c'est. Ouais, tu dis, si on veut voir du beau football, on continue à regarder les autres équipes, malheureusement. Mais... Non, c'était quand même cool comme match. Non, c'était En cool. vrai, Et, c'était sympa. moi, j'ai regardé le match jusqu'à 2h du matin parce que, en fait, je sentais qu'il se passait quelque chose et on n'est vraiment pas passé loin. Donc, j'espère bien que depuis, comme tu l'as dit, hein, depuis le début de la saison, certes, on gagne pas, mais il y a de la progression. Et ça va dans le bon sens. Et puis, si on peut dire quelque chose aux fans des Giants, c'est juste ne désespérez pas, quoi. On va dans le bon sens. C'est pas comme si, match après match, on était en train de chercher du pétrole. Non, et je pense surtout qu'on a, pour le coup, hein, s'il y a une certitude cette année, c'est qu'on a un vrai head coach qui fait ce qu'il faut, qui fait pas d'erreur, qui fait pas comme l'an dernier où il appelle des révisions vidéo à des moments improbables ou qui met des temps morts à des moments débiles. Je sais pas si t'as vu à un moment, mais il y a un moment où il sent que Daniel Jones va pas réussir à appeler le jeu dans les temps. On se dit putain, il va y avoir un deal of game, vite, faut faire quelque chose. Et en fait, Joe Judge avait anticipé, s'était rapproché des arbitres quand il a vu le truc et il a demandé le temps mort pile à 1 seconde ou à 0, ce qui fait qu'on n'a pas perdu. Voilà, tu vois, ça c'est un head coach qui voit ce qui se passe, qui anticipe les choses et qui sait gérer son équipe. Et pour le coup, voilà, on a des fondations quand même qui sont là. Bon, on reparlera de Dave Gettleman. On repousse ce discours sur Dave Gettleman à chaque fois, mais on finira par en parler à un moment donné. Mais voilà, en tout cas, effectivement, le coaching staff plutôt positif. Bon, bah écoute, on s'arrête là. On s'arrête là, et puis on n'a qu'à se dire à la semaine prochaine au moins. Voilà, on se dit à la semaine prochaine pour la première victoire des Giants. A plus tout le monde, salut. Salut.